Mission assignée aux forces armées. C'est le cheval de bataille de la réforme du secteur de sécurité prônée par le chef de l'État. Journée porte ouverte sur les produits naturels. La santé et le bien-être se trouvent aussi dans les produits naturels. Des milliers de jeunes étudiants seront formés en licence et en master professionnel pour la transformation des produits naturels. Rétrospective 2017, le dossier de Moudoula sorti des archives. On se souvient que le chef de l'État avait exprimé son désaccord sur la dégradation de l'environnement. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé au lancement des travaux de reconstruction et d'extension de l'usine militaire de confection du camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. Les travaux seront exécutés par des partenaires turcs en collaboration avec Ketex International. Mohamed Lamine Souman pour les détails. L'industrialisation de la Guinée prend un nouvel élan. Dans 2 mois, l'usine militaire de Conakry va renaître de ses cendres grâce à la coopération guinéo-turque. Une volonté politique du président Alpha Condé qui tient à moderniser l'armée guinéenne. D'où la participation de cette armée au capital de la nouvelle usine militaire en construction. Après plus de 20 années de fermeture, les partenaires turcs et l'entreprise Ketex International s'engagent à faire fonctionner l'usine militaire de confection d'ici à fin février 2018. Le coût de l'investissement s'élève à 32 millions d'US dollars. Cette usine est construite sur une superficie couverte de 8400 mètres carrés. Elle doit employer 1558 personnes, dont 58 experts turcs. Les 1500 Guinéens confondus armés et civils. Cette usine a une production annuelle de 720 000 tenues. Nous fabriquons l'habillement et accessoires militaires, police, gendarmerie, aussi les tenues des étudiants, des élèves et tenues de ville. Nous avons une cantine de 800 couverts qui fera fonctionner en 2 rotations pour éviter l'arrêt de l'usine pendant le déjeuner. Nous aurons un dispensaire pour le premier soin, une mosquée et une crèche pour les enfants des familles militaires. L'usine sera composée d'un bloc de tissage et impression qui va être actuellement à l'école SCAD. 2 blocs de coupe et confection, un bloc de fabrication de chaussures, un laboratoire de contrôle de tissus. Selon le ministre d'État en charge de la Défense nationale, cette initiative se situe dans la dynamique de modernisation de l'armée guinéenne, voulue par le président Alpha Condé. Puisque les faits parlent mieux que les mots, je me fais le devoir de vous transmettre les remerciements chaleureux de l'ensemble des hommes des forces de défense et de sécurité pour les immenses efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Votre déplacement de ce matin s'inscrivant d'ailleurs dans le même registre. Tout le monde le sait, Monsieur le Président de la République, vous êtes un combattant aguerri. L'armée guinéenne est fière d'avoir à sa tête un soldat de votre trempe, capable de relever tous les défis qui se dressent sur son chemin avec courage et détermination. Pour ce faire, nous sommes au garde-vous, prêts à suivre les instructions du chef d'État, chef des armées. Le président Alpha Condé s'engage à mettre un accent particulier sur la construction des barrages hydroélectriques dans le but d'accélérer l'industrialisation du pays, mais aussi œuvrer pour que l'armée guinéenne retrouve son lustre d'antan. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être là pour inaugurer cette usine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une usine militaire avant qui avait disparu. Nous sommes très heureux donc que de nouveau l'armée guinéenne puisse disposer d'une usine pour fabriquer ces tenues. Car nous savons qu'aujourd'hui,
les tenues sont disparates. Et parfois, les militaires sont obligés d'aller chercher leur tenue au marché. Grâce à cette usine, alors l'armée guinéenne, dans toutes ses composantes, aura la même tenue selon les corps. Donc c'est extrêmement important. Comme vous l'avez dit, ce camp avait été créé pendant la période coloniale. Mais de tout, comme je l'ai rappelé, de toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir. La France, à la sortie de la guerre, voulait utiliser nos barrages pour transformer notre minerai de fer et notre bauxite en aluminium et en acier. Donc, développer une très grande usine de sidérurgie et d'aluminium dans notre pays. Lorsque la France s'est rendue compte qu'elle allait perdre la guerre de Chine, où le Tonkin était celui qui fournissait le riz à l'Union française, le colonisateur français a décidé de faire de la Guinée le grenier de l'Union française pour remplacer le Tonkin. Pourquoi alors, si nous étions premiers à un tel avenir, pourquoi sommes-nous devenus après le pays un des plus arriérés d'Afrique de l'Ouest? La première, c'est les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, comme je l'ai rappelé. En 1958, seul le peuple de Guinée a osé dire non et prendre l'indépendance. Ce que le général de Gaulle a mal pris en estimant que c'était un mauvais exemple que les autres pays pouvaient suivre. Pour que cela ne se fasse pas, avec la complicité de certains États, de certains chefs d'État, il a monté toute une action de déstabilisation contre la Guinée. Ce qui a mené l'ancien Premier ministre Mamadi Dia à écrire au gouvernement français pour dire cesser d'utiliser la Casamance pour déstabiliser la Guinée. Cela a entraîné donc l'ancien président à être comme un lion en cage dont la préoccupation essentielle était de sauvegarder son pouvoir. Si à côté des vrais comploteurs, il y a eu beaucoup d'autres victimes innocentes qui sont brisées par le camp Boiro. Il faut rappeler l'histoire, cela est extrêmement important. Ensuite, la Deuxième République, tout de suite, le Fonds monétaire nous a imposé les ajustements structurels, ce qu'ils appelaient déflation. Il fallait licencier 40 000 fonctionnaires, etc. Pourquoi? Le président Conté était un militaire. Il a dit, moi je ne connais pas, je suis militaire. Si c'est bien fait, ça veut dire que si les premiers ministres et les ministres avaient réellement travaillé, la Guinée serait loin aujourd'hui. Donc, s'il y a eu la mauvaise gestion, si les usines ont disparu, le président de Conté n'a aucune responsabilité. Parce qu'il a dit, je suis militaire, je ne connais pas. Si c'est bien fait, le moment venu maintenant où nous allons commencer à faire le bilan réel de ce qui ont géré, qui s'agit aujourd'hui, voir comment ils ont retardé ce pays. Toutes les usines créées sous la Première République ont disparu et n'ont pas été remplacées. L'armée avait des activités économiques, l'usine de Mamou, les FAPA, etc. L'armée donc avait un rôle économique important, non seulement au niveau de l'agriculture avec les FAPA, mais au niveau aussi de la direction des usines. Tout ça a disparu. Et la Guinée, qui avait un très grand prestige sur le plan international, où l'armée guinéenne s'est montrée vaillante en Guinée-Bissau, en Angola, au Congo-Kinshasa, au Mozambique, etc. Et nous ne voulons jamais que Mandela et Mbeki ont fait leur formation militaire à Kindia. Mais ils sont arrivés à un moment donné, c'est comme si la Guinée avait disparu dans l'océan. Quand vous dites Guinée, on dit Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau. Voilà ce qu'on était devenu. Mais aujourd'hui, la Guinée a retrouvé la place qu'elle avait avant et même mieux. Voilà la nouvelle Guinée. Et je vous ai dit quand je suis devenu président que j'héritais d'un pays, pas d'un État. Tous les autres pays avaient eu le PPTE, l'annulation de la dette, sauf nous. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route. Mais ce n'est pas l'effet de Dieu, c'est des gens qui ont géré, qui sont responsables. Le moment est venu maintenant de dire qui est qui a fait quoi. Parce que ceux qui ont mis le pays à terre, qui s'agitent, alors le peuple de Guinée, surtout la jeunesse, doit maintenant savoir qui est qui a fait quoi pour que la Guinée soit en retard. Mais quand j'ai été élu, j'ai dit que la Guinée is back. J'ai dit que la Guinée sera plus que ce qu'elle était sous la Première République. J'ai dit une phrase qu'on a déformée. J'ai dit que j'ai pris la Guinée là où le président Sékou Touré l'a laissé. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Sékou Touré a amené l'indépendance, qu'on veuille ou pas, c'est lui qui a été le champion du Nord en 1958.
mais il n'a pas pu donner l'indépendance économique à la Guinée. Moi, mon rôle, donc, c'est de donner l'indépendance économique à la Guinée. Voilà ce que je disais, ce que j'expliquais, même si certains ont voulu déformer. Aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant. Mais si nous ne voulons pas être condamnés à être un pays fournisseur de matières premières et marché déversoir des produits occidentaux, des produits occidentaux aux autres pays, nous devons nous industrialiser. Ce qui suppose que nous devons maîtriser l'énergie. Vous savez que je suis le président du Conseil d'administration pour l'énergie renouvelable au niveau de l'Afrique. Et je vous dis que 7 Africains sur 10 en Afrique du Sud du Sahara n'a pas accès à l'énergie. Mais sans énergie, on ne peut pas nous développer. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé à faire les barrages après Kareta, Swapiti, Kukutamba et Fumi, etc., sans compter l'énergie solaire. Et ensuite, on ne peut pas se développer sans infrastructures routières et ferroviaires. On ne peut pas se développer non plus sans des hôtels. Lorsque je suis arrivé avec l'hôtel Novotel, quand vous passez une nuit, vous ne voulez plus passer une deuxième nuit. Aujourd'hui, d'ici 2 ans, nous n'aurons plus d'hôtels que tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, la Guinée est devenue aujourd'hui une destination. Lorsque nous avons signé un accord avec la Chine pour 20 milliards, ceux qui sont contre la Guinée, qui ne veulent pas avancer, on dit qu'on a vendu la Guinée. J'explique à tout le monde l'accord que nous avons signé. C'est le meilleur accord qu'un pays africain ait jamais signé. Parce que nous n'avons hypothéqué aucune de nos mines, ni donné en trop. C'est les royalties que les sociétés chinoises qui exploitent vont nous servir pour rembourser. Mais lorsque nous étions à Paris, pour notre plan quinquennal, nous avons besoin de 14 milliards de dollars. Nous en avons prévenu 21, publics, privés confondus. Je veux dire à l'armée guinéenne donc, que bien sûr nous avons traversé des épreuves difficiles. Bien sûr, la situation des militaires en général n'est pas ce qu'il faut. Mais je dis toujours aux officiers généraux qu'ils doivent veiller, aux officiers généraux et aux officiers, qu'ils doivent veiller sur les conditions sociales des soldats. Si le gouvernement veille sur l'armée, il est du rôle des officiers aussi de veiller sur les conditions sociales de l'armée. Notre armée, qui était une des meilleures en Afrique de l'Ouest, il faut que l'armée retrouve plus que sa gloire d'antan. Quand nous sommes en train de négocier pour doter l'armée guinéenne de chars, de blindés. Aujourd'hui, nous avons commandé suffisamment d'armes et de munitions en Chine qui seront là avant la fin du mois pour que désormais l'armée guinéenne s'entraîne réellement. Avant, que ce ne soit pas seulement les autres qui nous aident, les Américains des autres à Samoria, mais que nous-mêmes nous puissions faire en sorte que nos armées, tout l'ensemble du territoire puissent s'entraîner, être prêts. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Normalement, au Mali, ça doit être tournant. Mais depuis que l'armée guinéenne est à Kidal, on n'a jamais pu obtenir un relève avec les autres. Parce que tout le monde a peur d'aller à Kidal. Bien que nous ne sommes pas des hommes du désert, comme Idriss Déby, les soldats d'Idriss Déby, nous sommes à Kidal. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que notre armée fait à Kidal. Lorsque j'étais à la fête d'indépendance à Zéro Corée, il y avait eu des événements et les populations s'étaient réfugiées au camp. Je leur ai dit, il y a 5 ans, est-ce que vous allez réfugier au camp? Je ne dis jamais. Donc aujourd'hui, le peuple a confiance en l'armée. Pourquoi ils sont réfugiés au camp? Parce que nous avons aujourd'hui une armée républicaine. Bien sûr, la réforme a été dure, elle n'a pas été facile. Parce qu'on avait beaucoup de mauvaises habitudes. Tous les gens étaient gradés. Lorsque j'ai été attaqué et que j'ai voulu grader mes jeunes qui m'ont défendu, je leur ai dit, je vais vous grader jusqu'à adjudant. Mais vous ne pouvez pas devenir sous-officier sans aller à l'école militaire. On m'a dit, président, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent pas écrire leur nom? Il dit, c'est ça que nous ne voulons plus. Donc, l'armée guinéenne n'était plus une véritable armée. Aujourd'hui, d'après vous avez dit qu'on n'était plus dans les missions des Nations Unies. Aujourd'hui, non seulement nous avons des troupes, mais on nous demande d'augmenter. On nous a dit d'envoyer des troupes à d'autres endroits, je n'ai pas voulu. Parce que le Mali et la Guinée, comme a dit le président structuré, c'est 2 poumons dans un même corps. Donc, je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont confiance en nous. Les hommes d'affaires ont confiance en nous. L'armée ne va pas seulement être une armée qui défend le territoire et l'indépendance de notre pays. Il faut que ce soit une armée qui ait une activité économique importante. C'est pourquoi nous allons renforcer le génie militaire, le génie agricole,
qui a déjà commencé à cultiver à Mandiana, à Koba et à Dingirai. Le génie militaire doit participer avec la SONAPI à la construction des bâtiments. Il doit participer avec les sociétés chinoises qui viennent pour les routes à la construction des routes. Et le génie agricole doit davantage se renforcer. C'est pourquoi nous avons donné des missions très précises au colonel Sandé pour que nous n'ayons plus besoin d'importer des riz pour l'armée. Que l'armée produise le riz dont il a besoin, car nous allons produire le riz pour tout le pays pour être suffisant. Mais si l'armée a des activités économiques, cela aussi renforce l'armée. C'est pourquoi nous avons voulu que l'armée soit actionnaire de cette usine. En plus des infrastructures que nous avons mises à la disposition de nos partenaires, nous avons dégagé plus de 3,5 millions de dollars pour une participation, pour que l'usine ne soit pas seulement une usine appartenant à nos partenaires, mais que la Guinée, à travers son armée, soit aussi actionnaire de cette usine. Voilà ce qu'est notre politique aujourd'hui. Nous voulons développer notre pays, mais en faisant confiance à nos citoyens, à nos cadres, à nos hommes d'affaires. C'est pourquoi nous voulons faire des partenariats publics-privés et privés-privés. Nous sommes prêts à collaborer avec toutes les sociétés privées étrangères, parce que l'État seul ne peut pas développer le pays, il faut des investissements privés. Mais nous ne voulons pas que les investisseurs étrangers soient les seuls à investir. C'est pourquoi nous voulons faire confiance aux hommes d'affaires guinéens pour les accompagner et les permettre d'être des partenaires de ceux qui viennent de l'extérieur. À mon élection, l'Union africaine a mis comme point à son programme, son objectif, investir dans la jeunesse. Car nous savons que l'Afrique a une population jeune. 7 Africains sur 10 à moins de 35 ans. Et si nous n'arrivons pas à donner l'emploi à cette jeunesse, l'histoire nous condamnera. La preuve, l'histoire nous condamne déjà quand on voit nos jeunes mourir dans les eaux de la Méditerranée. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de ceux qui nous ont colonisés, nous ont exploités. Mais comme a dit dernièrement le président du Ghana, nous avons notre propre responsabilité. Car si nous gérons bien nos pays et que nos ressources sont consacrées aux personnes de type défavorisées, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les paysans, nos jeunes n'auront pas besoin d'émigrer. C'est pourquoi il est fondamental que la Guinée s'industrialise afin que les jeunes Guinéens trouvent le bonheur ici, non pas dehors. En tant que président de l'Union africaine, je vais montrer l'exemple. En décembre et en janvier, nous allons multiplier le groupement d'intérêt économique des jeunes afin que le mot d'ordre de l'Union africaine au moment où j'ai été élu, la Guinée soit le premier pays à l'appliquer correctement, concrètement et rendre compte aux projets instruments. Voilà ce que je dis à la jeunesse, voilà ce que je dis aux femmes, voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'armée guinéenne, parce que c'est une armée républicaine. Le peuple a confiance en l'armée. Et lorsque je suis venu, les militaires se baladaient, rentraient dans les taxis partout avec des kalachnikovs. Les chars étaient partout. Les militaires allaient dans les bars. Aujourd'hui, aucun militaire ne peut sortir du camp avec un fusil. Aucun militaire ne peut aller dans un bar en tenue militaire. Voilà. Donc, l'armée guinéenne aujourd'hui n'a rien à envier aux armées des autres pays africains. Nous voulons que l'armée guinéenne soit plus que les autres armées de l'armée guinéenne. Et s'il plaît à Dieu, avec cette réforme et les moyens dont la Guinée va disposer progressivement, cela va venir. Évidemment, on ne peut pas tout faire en un jour, mais nous allons faire en sorte que partout où les militaires guinéens iront, qu'ils puissent lever la tête, qu'ils soient fiers parmi leurs collègues des autres pays. Voilà ce que je veux venir dire. Mais j'insiste encore auprès des officiers. Les officiers doivent veiller aux conditions sociales des soldats. Car si on ne veille pas aux conditions sociales des soldats, cela ne fera pas une bonne armée. C'est pourquoi la justice doit régner dans l'armée. Les grades doivent se faire dans la transparence, non pas par copinage, ethnocentrisme ou familial. Il faut que les gens soient gradés en fonction de leurs valeurs. Bien sûr, nous avons dans l'armée des gens qui n'ont pas été à l'école. On ne peut pas leur dire qu'il faut qu'ils aillent à l'école. C'est pourquoi on a prévu aussi que les gens puissent passer d'un grade dans l'autre par ancienneté. Mais nous voulons que notre armée soit progressivement une armée où tous les sous-officiers, les soldats, les officiers sont formés à l'école militaire afin que dans l'économie moderne aujourd'hui où nous sommes, avec la cybercriminalité, etc., si nous ne maîtrisons pas les nouvelles technologies
notre armée ne sera pas à la hauteur dans la bataille que nous menons aujourd'hui contre le terrorisme. Voilà ce que je suis venu vous dire en vous demandant de faire confiance au pays. Ceux qui écrivent, qui racontent des histoires pour désinformer les Guinéens, nous allons mettre à nu leur gestion. Parce que les jeunes n'étaient pas là, mais vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. La Guinée va aller de l'avant. Aujourd'hui, notre coopération se développe. La semaine prochaine, nous enverrons en Jordanie une équipe formée de médecins militaires, de gens qui sont spécialistes des armes et d'autres spécialistes des véhicules. Notre coopération se renforce avec Abu Dhabi, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, avec la Chine, avec la France, mais elle va se renforcer aussi avec la Jordanie. La Guinée est devenue une destination prisée par beaucoup de monde. Donc, ayez confiance en l'avenir de votre pays. Mais la force d'une armée, c'est la discipline. La discipline, la discipline. Le respect de la hiérarchie. Mais la hiérarchie aussi a l'obligation. Si la discipline doit amener les soldats à obéir à la hiérarchie aussi doit veiller aux conditions concrètes, aux conditions sociales des soldats. C'est ça qui fera que notre armée soit une armée forte. Voilà le message que je voulais adresser aux officiers supérieurs, aux généraux, aux chefs d'état-major, au commandement de la gendarmerie, aux officiers et aux soldats. Vive l'armée guinéenne, vive la Guinée, vive l'unité de la Guinée, vive la coopération turco-guinéenne. Avec une capacité de production de 720 000 tenues militaires et scolaires par an et 1558 emplois directs, dont 58 experts turcs, l'usine militaire de confection pourrait être l'un des fleurons du tissu industriel du pays, sous l'ère Alpha Condé. La motivation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est claire: améliorer les conditions de travail des vaillants soldats guinéens en infrastructures de qualité, de matériel et équipement. Dans cette dynamique, le chef de l'État entend faire participer la Grande Muette au développement socio-économique du pays. Les forces armées guinéennes en marche vers le développement, une réflexion de Louis Auguste Leroy. La présence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en ces lieux, en ces moments et en cette occasion, nous inspire une double réflexion portant l'une sur la philosophie qui fonde l'armée guinéenne et l'autre sur l'esprit qui guide et meut le chef des armées au service de la Guinée. Ma première réflexion invite à tenir l'armée guinéenne pour une armée non pas de conquête et d'agression, mais pour ce qu'elle est conceptuellement et réellement, une armée de protection et de défense, une armée de développement et de progrès. On le voit à travers les actions agricoles, les génies déployés dans les travaux publics, dans l'architecture et dans bien d'autres secteurs. Ma deuxième réflexion, c'est que le président de la République, à travers les actes qu'il pose, les actions qu'il mène et sa vision du développement, tient à projeter la Guinée dans la modernité la plus avancée. Dans 2 mois, la Guinée sera dotée d'un complexe industriel des plus modernes, avec la technologie la plus avancée, les usines militaires de confection de Conakry. Tenez-vous bien, ces usines ne produiront pas que pour les seuls militaires. Elles sont destinées à satisfaire aussi les civils guinéens. Ayant noté la philosophie du développement de l'armée guinéenne, nous saluons la société Karnawal de Turquie et Catex International de notre compatriote Roda Fawaz. Le patriotisme consiste moins à admirer le beau paysage et de faire de grands discours, mais le patriotisme consiste surtout à aimer les fils du pays à travers ce qu'on fait avec eux et pour eux. Les usines militaires de confection de Conakry en sont une illustration éloquente du patriotisme d'un Guinéen qui s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Un exemple à imiter. La société Carcat entreprend également de construire une usine de textile à partir du coton de Dabola et compte l'installer d'ici 2019. Notons aussi une usine de matelas à ressort avant juin 2018.
Des soldats à la hauteur de leur mission et avec toujours le même élan patriotique. Le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée et grand croix de l'ordre national du mérite, l'une des grandes figures du pays, commandant Moriba Kourouman, s'était le 10 décembre dernier à Bruxelles. Choqué d'apprendre cette nouvelle, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la famille éplorée pour apporter sa compassion et faire des prières pour le défunt. Mohamed Lamine Souma, reportage. Le chancelier de l'Ordre national du mérite n'est plus. Le commandant Moriba Kourouman est décédé à l'âge de 82 ans à Bruxelles, en Belgique, le 10 décembre dernier par suite de maladie. Ami et combattant de route du président Alpha Condé pour l'enracinement de la démocratie en Guinée et au sein du RPG, le chef de l'État s'est donc rendu dans la maison mortuaire sise au quartier Bessia-Béanzin. Ce dimanche 17 décembre 2017, famille biologique, ressortissants du pays cognan, militants du RPG Arc-en-Ciel et collègues de service étaient tous là pour prier et rendre hommage à l'illustre disparu. Feu Moriba Kourouman a laissé 2 veuves et 9 enfants. La famille me charge de lui remercier infiniment pour tout ce qu'il a eu à faire pour le papa de son vivant jusqu'à sa mort. Il y a des faits qui nous ont marqués. Je suis obligé aujourd'hui de dire devant la communauté du Konya pour remercier très sincèrement papa, le professeur Alpha Condé. En 2011, au moment où le papa était à la retraite pendant 20 ans de retraite, vous avez élevé papa comme un grand homme. Vous l'avez nommé secrétaire général de la grande chancellerie. Et en 2015, vous l'avez élevé au rang du grand chancelier des ordres nationaux, que vous savez vraiment remercier. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour le papa lors de sa maladie en Belgique. Mon jeune frère nous a fait le compte rendu. Quand ils ont envoyé la facture, vous avez appelé mon jeune frère pour lui dire non, je prends tout en charge, et vous avez rapatrié le corps jusqu'à l'enterrement. Le président Alpha Condé s'est ensuite rendu au quartier Matam, Petit Moscou. Là aussi, pour des raisons sociales. Dire ses condoléances à Mme Kadete Silla, militante du RPG Arc-en-Ciel. Mme Kadete Silla KS a perdu l'aîné de sa famille, du nom de Hanatou Silla. Famille biringlira mubara nyele ko mubara sewa déplacement na bari alu mi bilibele alu atang vraiment nabara mu wasa mubara no walisa muna famille birin na kolma mu forira kolma halatin famille biringlira in wali alaga pindi be barayira si maya nun sante alaga pima sabati alaga pima ibohi alaga nyuhun alaga wo mafisira yari. Très ancré dans la tradition africaine qui met le social au centre des préoccupations, le président de la République ne ménage ni son temps ni son énergie pour partager les peines de ses compatriotes. Allons à la découverte du naturel, à la journée porte ouverte sur les produits naturels au Centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales. Cette journée qui démontre les capacités de la naturopathie coïncide avec le lancement d'un projet de transformation des produits naturels. Auprès de 20 000 jeunes seront formés. Francis Collier nous fait le point. La nature réserve plein de secrets et la richesse permet à l'homme d'en découvrir pour ses besoins vitaux. À coopérer dans la préfecture de Dubreka, les scientifiques du Centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales en font leur préoccupation. Aujourd'hui, ces chercheurs ont mis sur le marché des produits contre l'hypertension, le paludisme et le diabète. Pour aller encore plus loin dans la transformation et la valorisation des produits naturels, ils se sont mis en consortium avec les grandes universités du pays en vue d'exécuter un sous-projet du projet Bossège. C'est un projet qui s'intéresse à la transformation et à la valorisation des produits naturels. Et pour ce faire, on a cru devoir associer des entreprises professionnelles, parmi lesquelles AMB Pharma, qui est une
entreprise guinéenne, Africonstruct Sarl, qui est une entreprise également guinéenne, mais également un groupe pharmaceutique français qui est spécialisé dans la transformation des produits naturels. Projet de centre de recherche médicinale qui a bénéficié d'un montant de 400 000 $, permettra à ce centre, avec ses partenaires que vous allez voir divers, d'adapter les cours qu'ils donnent et d'équiper leur laboratoire pour permettre aux jeunes d'avoir une bonne formation. Le lancement de ce projet donne déjà de l'espoir aux exportateurs qui attachent du prix à la certification de leurs produits. Les dates d'expiration, on les invente parfois sur les produits. Quand on sait que le produit il est certifié déjà par un laboratoire, ça déjà donne une crédibilité à ce que vous vendez. Le projet va former en licence et en master professionnel près de 20 000 étudiants à la transformation des produits naturels. Raison pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'encourager le réseautage des centres de recherche et des universités. Nous voulons booster ce secteur-là. L'enseignement part avec la recherche. Donc la recherche également aussi part avec l'enseignement. Et c'est pour cela que nous avons associé tous les centres de recherche aux universités maintenant pour que les deux puissent travailler convenablement ensemble. Former aussi non seulement des étudiants mais des formateurs en association avec des universités belges, maliennes et je crois qu'une entreprise pharmaceutique. Ce projet de formation pour la transformation et la valorisation des produits naturels va durer 2 ans pour un coût global de 400 000 $. Dans l'actualité également, la CBG vient de formaliser la remise d'ouvrages communautaires de Bokeh. Les jeunes de la sous-préfecture de Sangaredi ont désormais un lieu de rencontre animé. Cette maison des jeunes servira à développer leur sens de créativité et de responsabilité. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Sangaredi, cité minière où évolue la compagnie des bauxites de Guinée. Ici, les préoccupations des jeunes occupent une part importante cette année dans le financement des projets communautaires de l'entreprise, d'où la réalisation de cette maison des jeunes pour leur épanouissement. Une infrastructure pouvant accueillir 800 personnes. Le financement de cette maison des jeunes résulte d'une demande de la commune de Sangaredi, de la population des jeunes de Sangaredi, qui ont souhaité obtenir cet ouvrage qui s'inscrit dans le plan de développement local de la commune. Et nous espérons que vraiment cette réalisation soit non seulement un endroit où les jeunes pourront accueillir des festivités, mais que ce soit également un endroit qui accueillera des activités culturelles, qui servira également de bibliothèque pour continuer à accroître le savoir et la connaissance des jeunes. Les équipements audiovisuels qui accompagnent l'infrastructure vont permettre aux jeunes de se retrouver régulièrement pour suivre des matchs de foot ou tout autre programme de télévision. Un espace multi-usage destiné également à développer le goût de la lecture avec l'aménagement d'une salle à cet effet. Ça nous va droit au cœur parce que ça manquait à la jeunesse de Sangaredi et nous pensons que franchement ça va répondre à un certain nombre de préoccupations de la jeunesse et trouver un endroit aussi idéal, aussi propre pour les activités juvéniles. Ça va servir à beaucoup de choses parce que sans maison des jeunes, pas de jeunesse à Sangaredi. Et avec des infrastructures comme ça, dans ça, les jeunes seront organisés, structurés dans les quartiers. Sangaredi fait partie de ces zones récemment secouées par des troubles. La nouvelle maison des jeunes servira de cadre de distraction et de formation, mais aussi de sensibilisation pour le maintien de la paix, indispensable au développement de l'activité minière. Un hommage a été rendu à la ville de Gawal et pour cause, cela fait exactement 100 ans que la ville a été érigée en chef-lieu de la préfecture. La fête commémorative a été l'occasion pour les fils ressortissants et résidents de se fixer pour objectif la consolidation de l'unité des communautés et le développement de la localité. En outre, le gouvernement a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction du stade préfectoral de Gawal. Mohamed Lamine Kamara. Riche en potentialité agro-pastorale, Gawal a séduit les colons français qui l'ont érigé en chef-lieu de la préfecture le 17 décembre 1917. 100 ans après, il est temps de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru.
En commémorant ce centenaire de la bulle de Gawal, les fils ressortissants et résidents esquissent également des perspectives prometteuses pour l'essor socio-économique de cette cité cosmopolite. Gawal a 100 ans. 100 ans, qu'est-ce qui a été fait? C'est depuis l'avènement du professeur Alpha Condé que quelque chose a été fait à Gawal. Il a envoyé le goudron, le courant, bientôt l'eau, et nous sommes en train de nous battre pour les routes. Donc il faut qu'on soit unis. Une rencontre de plusieurs générations, de plusieurs communautés, pour à la fois se rappeler comment nous avons été constitués en tant que communauté, et puis dire un peu nos préoccupations et nous projeter pour l'avenir. Ce 100e anniversaire de la préfecture de Gawal constitue désormais un symbole de rapprochement des différentes communautés pour un développement harmonieux souhaité par le gouvernement. Gawal, c'est ces 100 premières années qu'on a célébrées aujourd'hui. L'occasion était opportune pour que son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, me dépêche pour venir le représenter. Il aurait souhaité personnellement être là et faire passer le message de paix en cette occasion solennelle. Le message de paix et d'unité nationale. Mais c'est ce que nous avons fait et nous avons été certainement renforcés dans notre conviction quand nous avons suivi les différents discours. À travers cette pose de la première pierre des travaux de construction du stade préfectoral, les fils de Gawal exécutent d'ores et déjà l'un des objectifs prioritaires qu'ils se sont fixés pour le développement de la localité. Les festivités de ce centenaire de Gawal se sont achevées par la coupe du gâteau, symbole de paix et de progrès dans cette localité. Autre information avec cette brève, les Nations Unies célèbrent demain 18 décembre la journée internationale des langues arabes. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, commémorera cette date demain lundi au centre islamique de Donka. À cet effet, le secrétariat général des affaires religieuses invite les imams et les religieux des 5 communes de la capitale Conakry à rehausser cet événement de leur présence. Chaque nouvelle année arrive avec ses défis et ses belles perspectives. Mais avant, rappelons au souvenir les sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de notre rédaction en cette année 2017. Le dossier Demoudoula, déclenché suite à la volonté du chef de l'État de sauvegarder la réserve écologique de ce site. Après investigation de nos reporters, le désastre est démasqué et le dossier indexera les complicités de certains services publics dans le bradage du patrimoine commun. Garant de la nation, le président de la République, professeur Alpha Condé, va aider à freiner les occupations des lits d'une rivière. Retour en arrière sur nos séries de reportages dans le best-of de ce soir. La forêt de Demoudoula ou l'ex-forêt de Demoudoula. En lieu et place du couvert végétal, des habitations poussent de partout. La scène est surréaliste. Il y a quelques semaines, le peu d'arbres qui rappelait l'existence d'une forêt dans la zone a été complètement abattu par un groupe de personnes dont l'identité reste à définir. Ici, le désastre écologique est déjà irréversible. C'est un regret parce qu'il y avait l'humidité chez nous ici maintenant. Depuis qu'ils ont enlevé les forêts, donc il fait chaud. Il y avait une grande forêt ici à Demoudoula. En fait, on n'osait même pas traverser ici. Quand moi, je suis née ici, je suis grandie ici, mais même moi, je n'osais pas partir seule. Alors, il y a une grande rivière aussi. Réveillé avec sa famille par les grandes pluies du vendredi, ce riverain de l'ancienne forêt de Demoudoula est sur le qui-vive. Je suis en train de dormir avec ma famille et j'ai vu un coup de mur qui est tombé, boum. Là, je suis appelé tous mes amis, mais toutes mes familles, on est sortis dehors. Maintenant, moi qui on fait, je ne peux pas faire sortir rien maintenant. Donc tout mon objet à la maison, tout est gardé. Regardez les cours de M. Gay, regardez c'est moi, regardez le M. Kaba. Hein? Catastrophe, grande catastrophe. Moi, mon enfant, il a tombé sur l'eau hier, nous, il a piqué crise. Comme lui, plusieurs autres habitants du quartier sont en colère. Depuis quelques mois, un citoyen conduit une vaste opération de remblayage du lit de la rivière. Il avait un compacteur, il avait une pelle chargeuse, il a érigé ici en carrière, il est en train de remblayer et foutre tout le quartier en l'air. Et c'est lui-même qui a complètement foutu le bordel aussi au niveau de la forêt de Kakimbo. Il n'y a pas de réaction.
Conakry, 27 juin 2017. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le chef de l'État sur le site de Demoudoula pour toucher du doigt l'état de la dégradation de la réserve à l'agonie. Professeur Alpha Condé fustige l'occupation anarchique du site de Demoudoula. La surface remblayée est comparable à 5 ou 6 terrains de football joints. L'action est de Samba Diallo. Depuis une cinquantaine d'années, l'homme se présente comme étant le principal propriétaire terrien à Demoudoula. Les gendarmes qui veillent en ce moment sur la sécurité des lieux ne nous permettront pas de l'interroger sur ses motivations et ses complices. Samba Diallo est en liberté surveillée depuis quelques jours. Il sera caché à l'annonce de la visite présidentielle sur le site. Il y a 2 semaines, le professeur Alpha Condé a ordonné l'arrêt de l'occupation illégale dans cette zone naturelle protégée, donc non constructible. En début d'après-midi, le président de la République est venu à la surprise générale mesurer l'étendue des dégâts. Au vu de ce qu'il lui a été permis de voir le long du cours d'eau remblayé jusqu'à la tête des sources, le chef de l'État s'est étonné que les différents services spécialisés, les gardes forestiers, un corps nouvellement constitué, les ministères de l'Environnement et de l'Habitat n'aient pas réagi à temps pour empêcher un tel désastre à Demoudoula. Et pour expliquer les raisons du silence des services publics, les autorités locales sont sur la défensive. Nous-mêmes, c'est la première fois de voir de tels travaux dans le lit du cours d'eau. C'est un coin qui est caché, il n'a pas transporté la terre, donc il n'y avait pas mouvement de terre. Il a excavé une partie, il a mis dans le lit du cours d'eau durant plusieurs séances. Nous, on a été informés le jour même, on a arrêté le travail. Le haut commandement de la gendarmerie, le génie militaire et les services de l'habitat. 3 entités face à un mal commun, la mort programmée de la rivière Demoudoula. Le lit du marigot a été complètement changé. Ici, il n'y a plus de marigot. Avec ces remblais, tout est complètement obstrué. Les pluies diluviennes qui vont tomber ici entre juillet et août, si des dispositions ne sont pas prises, ce n'est pas bon pour nos populations. On a commencé à marquer, conformément aux instructions, tout le canal de Demoudoula jusqu'à sa sortie au niveau des Caporos, pont des Caporos. Tous ceux qui sont le long ont, à des degrés divers, empiété le canal. Mais nous avons dit pour le moment, il faut donner la priorité à ceux qui sont dans le lit. Donc parce que la priorité, c'est de mettre les citoyens hors d'eau. L'opération était attendue. Depuis ce matin, elle est effective. Les constructions dans le lit et les berges de la rivière Demoudoula sont ciblées. La casse se déroule sous le regard impuissant des riverains. Ils sont mis croix, donc aujourd'hui ils sont dit le dernier délai. C'est à cause de ça on enlève. On n'a pas fâché, on n'a qu'à casser tout qu'ils ont mis croix quand même. Avec l'appui de la gendarmerie et le génie militaire, l'action de déguerpissement doit se poursuivre jusqu'au bout. La fondation d'une maison à étage nouvellement occupée par des populations construites sur une source d'eau. Ici, l'occupation anarchique a atteint des niveaux inimaginables. Il y a quelques semaines, la destruction de ce poumon vert de la capitale avait suscité l'indignation de tous. Notre environnement est vraiment dégradé et les constructions anarchiques continuent. Tout à l'heure, en venant, on voyait encore plusieurs camions de remblais rejoindre des chantiers. Il y a des conventions qui lient la Guinée au plan international et il y a aussi la loi qui doit être respectée. Sur le site, le génie militaire continue ses activités de curage du marigot. Sur un autre plan, l'habitat n'a effectué que de timides opérations de démolition des bâtiments en construction dans le lit du marigot. Pire, les maisons continuent de pousser des 2 côtés de la rive. Protégeons notre environnement pour notre propre survie. Voilà, ce best-of est le point final des actualités de ce dimanche. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à tous. Et surtout, restez avec la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.
Sous le haut patronage de M. Rachid Ndiaye, ministre de la Communication, M. Sanoussi Bantamasso, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, et Adja Maria Massila, ministre de l'Action sociale, la Direction générale de la RTG présente l'enregistrement de l'émission du Réveillon le mardi 26 décembre à 18h dans les jardins de